famille. Je préfère l'appeler ainsi une causerie de famille. Nous aimons beaucoup notre pays et nous devons chercher ce qui peut réellement aider ce pays à pouvoir se relever aujourd'hui. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Nous voulons seulement être dans le concert de ces idées et essayer de voir dans quelle mesure on peut apporter une pierre de construction à notre pays. Je me présente Kabongo Jean-Marie Mkouna, ancien président de l'UDPS aux États-Unis et aujourd'hui sans fonction dans l'UDPS, mais membre simple de l'UDPS. Pourquoi toi tu ne veux pas te présenter? Bon, moi je me présente, Albert Saïdi. Je suis un fanatique, je dirais, non, j'aime la façon de parler de Kamel. C'est un candidat qui me séduit, et je suis tenté de le soutenir. C'est tout. Votre nom? Albert Saïdi. Moi je me présente, Jean Bélé. Je suis le modérateur entre les lions et les léopards. Je vais essayer d'être au milieu du village. D'être au milieu et puis qu'on arrive à quelque chose de positif aujourd'hui. Voilà. D'entrée du jeu, je peux vous dire que je n'ai pas tellement apprécié. Le modérateur D'accord, ok. Nous allons parler d'abord du problème du pays. Quels sont les problèmes qui se posent au pays? Parce que c'est ça le plus important. Et puis, quel est le profil de la personne qui peut résoudre ces problèmes? Au début, nous n'allons pas citer les noms. On va d'abord établir le profil et puis après, on va essayer de dégager quelle personne répond à ces profils. Alors, je donne la parole au plus grand. Oui, à l'UDPS. Bon, d'entrée des jeux, merci beaucoup monsieur le modérateur. D'entrée des jeux, je ne suis pas très content de la manière dont monsieur Albert Saïdi s'est présenté. Parce que s'il est question d'être séduit seulement, alors en ce moment-là, c'est le cœur qui parle. Ce n'est pas un problème de cœur, c'est un problème de raison. C'est la raison qui doit nous guider. Si tu es séduit par la manière dont quelqu'un parle, cela ne se fait pas. Il faut que cette personne-là te donne des arguments valables que tu peux présenter pour un profil déterminé. Il peut répondre, j'attends ta réponse. Bon, de toute façon, ça c'est facile à répondre. Si j'ai dit que j'étais séduit, c'est parce que ce monsieur présente des qualités, présente comment il peut sortir le pays de la situation dans laquelle le pays se présente aujourd'hui, où se trouve. Pour moi, ce n'est pas un problème de fanatisme ou parce que je l'ai vu parler, je l'ai écouté, je l'ai suivi. C'est ça qui me fait que parmi les 10 candidats de l'opposition, il est pour moi celui dont peut-être le Congolais peut faire confiance. Donc ce n'est pas ce que M. Jeannot dit. Non, je pense que nous devons savoir que notre pays, d'abord, avant de commencer une discussion comme ça, nous devons savoir. Nous tous, nous aimons le Congo. Et c'est pour cela que nous faisons ce que nous sommes en train de faire ici. Okay. Bon, c'est mieux que les réponses soient un peu brèves. Et puis, on a dévié un peu du début. Parlons d'abord du problème du Congo. Je demande d'abord M. Saïdi de nous dire quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui au Congo. Et puis, M. Jeannot peut ajouter aussi. Pour moi, vous savez que le Congo, et je suis d'avis que tout le monde est d'accord, sera d'accord avec moi, le Congo vient de très loin. Moi, j'ai dit toujours que le Congo est sous terre et qu'il fallait le sortir de là. Maintenant que le Congo est en train de sortir de là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous observons au Congo? Le mal de ce pouvoir qui est là, je crois, c'est le détournement
des deniers publics, surtout l'argent, et comment est-ce que je dirais ça, il y a des gens qui sont plus hauts que le pouvoir. Des individus qui sont au-dessus du pouvoir, dont nous sentons que même le président a peur de ce genre. Voilà. Et c'est là où il faut sortir, il faut vraiment sortir, je crois que vous appelez ça clientélisme. Voilà, c'est ça. Bon. La situation du Congo aujourd'hui, elle est à placer. Il faut d'abord remarquer que le tissu économique n'est pas très bon, le tissu social n'est pas très bon, le tissu même au niveau de l'éducation par exemple, on sent qu'il y a beaucoup de lacunes. En fait, le pays ne marche pas. L'une des raisons pour lesquelles le pays ne marche pas, c'est parce qu'on a mis à la tête du pays une personne qui ne sait pas. Je voulais d'abord qu'on n'aille pas avec les raisons d'abord, qu'on aille d'abord avec les problèmes. Oui. Et puis, c'est quand on va parler des raisons, c'est là on va parler des profils. Quels sont d'abord les problèmes? Sinon on va essayer de déborder un peu. Les problèmes qu'il y a dans le pays, le premier problème le plus important, c'est, comme Albert l'a dit, le détournement. La loi existe, mais la loi n'est pas respectée. Et ça, c'est à tous les niveaux. Ceux qui volent de l'argent ne sont pas punis. Tu l'as interrompu, il faut rester dans les sujets. Donc, la vérité est que le pays ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas dans le pays? D'abord, c'est la loi n'est pas respectée. Parce que la loi n'est pas respectée, cela signifie qu'il y a du vol et personne n'est puni. L'impunité bat le plein. La corruption bat le plein. À l'école, les enfants vont à l'école, eh ben, on gagne à l'école, non pas parce qu'on est intelligent, mais parce qu'on a pu donner de l'argent au professeur. Quand on va en justice, pratiquement on se retrouve avec celui qui est le fautif gagne, tandis que celui qui est en droit de gagner perd. Voilà des choses qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vérité, la justice n'existe pas dans le pays. On n'est pas dans un état de droit. Bon, je voulais vous poser une question sur le plan de l'administration du territoire, parce que dans tous les pays, on dit que la fonction publique, c'est vraiment le satire du fonctionnement du pays. Et quels sont les problèmes que vous connaissez qui se posent au niveau de la fonction publique, c'est-à-dire de l'administration publique? Énumérer seulement quelques problèmes que vous connaissez et puis lui aussi va énumérer. Parce que c'est à partir de là que nous allons... En tout cas, moi j'aurais difficile à énumérer quelques difficultés qu'il y a. Parce que je compare ici, peut-être nombreux de Congolais vont s'étonner. Parce qu'il n'y a pas de représentants du pouvoir ici. Mais je ferai là où c'est bien fait, je dirais que c'était bien fait. Parce que par rapport à l'ancien temps, donc au temps de Mobutu, où les gens restaient impayés 13 mois, 14 mois, aujourd'hui au moins, les gens sont payés. Ce n'est pas suffisant, mais ils sont payés. Ce qu'il y a peut-être dans l'administration aujourd'hui, c'est le pléthore. On doit revoir ce pléthore-là. Et comme nous avons dit, c'est surtout, parce qu'ici on accuse trop le pouvoir, mais il faut reconnaître que ce sont les fonctionnaires qui volent beaucoup. Je dirais que les gens de l'OFIDA, les gens de la DGC, de contribution, ce sont des fonctionnaires, mais qui tuent notre pays. Qui tuent notre pays. Ça c'est... Et alors, je dirais comme il a dit, il nous faut vraiment un état de droit où l'impunité soit vraiment bafouée. Vous pouvez ajouter? La fonction publique, si on dit qu'elle existe, moi je trouve même qu'elle existe même pas en pays. Parce que on peut parler bien sûr il y a un ministre de ceci, un ministre de cela. Bien sûr, ce sont des fonctions de la fonction publique.
il y a des directeurs dans des cabinets, des directeurs dans des services de l'État. En fait, la vérité est que ces gens-là ne travaillent pas pour l'État, ils travaillent d'abord pour eux. Parce que je donne un exemple, quand il y a un projet qui peut aider le pays, quand la personne cherche d'abord à gagner de l'argent avant que le pays ne puisse gagner, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez dire que cette structure-là peut aider vraiment le pays à pouvoir avancer. Donc la fonction publique, personnellement pour moi, j'estime même qu'il n'existe pas. Bon, un autre point, un des problèmes qui s'est posé beaucoup dans notre pays, c'est le problème de sécurité. On a vu notre pays a été envahi plusieurs fois parce que nous avons été déjà attaqués par presque tous nos voisins. Je sais qu'il y a un problème très sérieux de sécurité et de défense du territoire qui se pose. Pour vous, quel est vraiment le problème le plus urgent qu'on doit résoudre et qui se pose dans notre sécurité? On ne peut pas encore parler de solution. Quels sont les problèmes les plus urgents maintenant qui se posent au niveau de la sécurité de notre pays? Je crois qu'au niveau sécuritaire, il y a d'abord la refondation de l'armée. Le Congo, ça fait quelques années, n'avait presque plus d'armée. Aujourd'hui, on voit quelques détachements. Ouais. Et on voit quelques détachements qui sont formés par les Américains, les Belges, je crois les Chinois. Mais nous n'avons pas encore d'armée. Voilà pourquoi nous sommes encore facilement attaqués par les gens qui nous veulent du mal, les gens qui convoitent nos richesses. Donc il faut vraiment que le président qui va venir, qu'il fasse tout pour avoir... Là, vous entrez déjà dans les profils. Bon. On parle d'abord des problèmes. Comme vous avez dit, nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons pas d'armée, donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'insécurité, il y a l'insécurité qui bat son plein. L'armée est incapable pour le moment de défendre son territoire. Ok. On va revenir sur ce que vous voulez dire là. Ok. Oui. D'abord, en principe, pour la défense du territoire, il y a deux actions fondamentales. La première, c'est l'action de la police, qui doit défendre le pays intérieurement. Et il y a l'armée qui défend le pays contre des agressions extérieures. L'armée, même du temps de Mobutu, même du temps de Kabila, on dirait que c'est une armée pour une personne, pas une armée pour le pays. Nous avons besoin d'une armée républicaine. Ça, c'est le premier point. La police, n'en parlons même pas. Ce sont des gens qui se font corrompre au coin de rue à chaque instant. Parce qu'en fait, ils n'ont même pas ce qu'on appelle la valeur morale, la capacité de comprendre qu'ils ont un rôle de protéger la population. Au contraire, ici aux États-Unis, quand quelqu'un fuit, il va chez le policier parce qu'il va se défendre. Chez nous, on fuit le policier parce que le policier peut te mettre en prison pour rien. Parce qu'il cherche à avoir de l'argent. Donc vous comprenez que le problème que nous avons, c'est toujours un problème de droit, comme je reviens. La police, il n'y a pas une police qui peut travailler pour le peuple, qui peut défendre le peuple. Il n'y a pas une armée républicaine qui peut défendre le pays. Voilà le point sur la sécurité. Je peux ajouter un autre élément, c'est que même la sécurité, l'ANER aujourd'hui par exemple, la sécurité civile, je ne sais pas comment je peux l'appeler, je cherche le terme. L'ANER par exemple, l'ANER c'est pas pour le pays, l'ANER c'est d'abord pour défendre Kabila. Ce qui fait que quand... Non, pour défendre le président. On ne c'est pas tellement pour défendre la population, mais c'est d'abord pour défendre le président. Le politique. Le politique. Bon, il y a un autre problème, c'est le problème de la santé. Selon vous, quels sont les problèmes qui se posent au niveau de la santé au Congo? Vous voudriez que je commence cette fois-ci parce que... Oui, parce que on peut altérer seulement. Oui. Le problème de la santé, il se présente en deux phases. La santé préventive et la santé de traitement. La santé préventive, on peut dépenser moins d'argent aujourd'hui à guérir le paludisme, car si on pouvait par exemple prévenir le paludisme. Dans le temps, quand nous étions dans ces temps, de temps comme le colonial,
il y avait des pompas qui passaient dans les rues, qui fumiguaient les moustiques, et il y avait moins de moustiques, il y avait beaucoup de gens qui étaient moins malades, et automatiquement il y avait aussi une diminution de dépenses sur les médicaments, et même une diminution de cas de décès par exemple, de mortalité. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à toutes ces situations-là. Le deuxième point, c'est le traitement. Quand quelqu'un est malade, comment il doit être traité? On se retrouve d'abord avec des personnes qui ont beaucoup plus de moyens, d'autres qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont condamnés de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se faire traiter. Et étant donné que les hôpitaux ne sont pas à tous les endroits, pour quitter, par exemple, le village et aller se faire soigner quelque part, il faut dépenser de l'argent. Bref, il y a des gens qui meurent seulement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'hôpitaux dans le pays. Le troisième point, c'est même la capacité des hôpitaux là, de traiter. On retrouve qu'il manque de médicaments, même des médicaments de base, tels que quand quelqu'un va pour se faire opérer, il doit amener lui-même l'anesthésie. L'anesthésie, ça n'a pas de sens. Il y a des choses qui devaient se retrouver dans l'hôpital. Donc bref, on se retrouve au niveau de la médecine préventive, il y a une différence totale. Au niveau de la médecine active, traitante, il y a une différence totale. Donc on a du travail à faire. Je peux ajouter un autre élément, maintenant c'est la formation des médecins. Il est arrivé un moment où on a même refusé de reconnaître certains médecins du Congo. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que leur formation n'est pas suffisante. On va arriver à la formation. Bon, sur le point de la santé, je dirais comme lui. Je pense que Jeannot a raison quand il parle de la médecine préventive. Cela nous éviterait de construire plus d'hôpitaux alors que nous n'avons pas de moyens. Le pays est dans une situation catastrophique. Depuis l'indépendance, je crois qu'on n'a pas construit un seul hôpital. Le seul hôpital construit par l'État, c'est maintenant là qu'ils sont en train de construire le cinquantenaire. Mais avant cela, ça n'existe pas. Ça c'est à Kinshasa et à l'intérieur c'est comment? C'est pire. Donc je crois qu'on doit franchement mettre un accent sur ça. Bon, les problèmes de l'éducation maintenant, est-ce que vous voyez quelque part que notre système d'éducation a un problème? Si oui, c'est lequel? L'éducation a un problème terrible. Il faut voir seulement. Quand vous regardez à l'époque où les gens terminaient les humanités, ils étaient. Vous sentez que celui-là a fini les humanités et il est valable. Prenons le cas de 1960. La ville de Kinshasa était dirigée par Kamitato. Il n'était qu'un des 6 à cette époque. Mais il faut voir les niveaux. Prenez un élève aujourd'hui qui termine les humanités. C'est 0. C'est 0, donc il y a des efforts vraiment à fournir de ce côté-là. Oui, je pense qu'Albert a raison. La situation de la formation des enfants est vraiment catastrophique. Des fois, vous causez avec un enfant qui a terminé la 6e secondaire, il vous écrit une lettre, et vous regardez autant de fautes de français là-dedans, mais c'est pas possible. Est-ce que cette garçon a été formé par une école valable? Et vous trouvez qu'il a étudié dans une école valable. Et que malheureusement, cette école a beaucoup perdu d'elle-même, ce qui fait qu'elle sort des éléments qui ne sont pas très appréciables. Je pense que déjà, le fait qu'un professeur d'université touche $500, ou même moins de $500, montre bien qu'on ne veut pas donner beaucoup d'importance aux études. Parce que ce sont des gens qui forment des cadres. Ces gens-là doivent être bien traités parce qu'ils doivent sortir un produit fini qui peut permettre au pays de pouvoir avancer. Et si on ne veut même pas leur donner la possibilité de pouvoir avoir des moyens suffisants pour leur travail, cela montre bien qu'on ne veut réellement pas penser à pouvoir aider les études à être respectées dans le pays. Oui, bon, avant le dernier problème qu'on va parler, c'est l'énergie et les transports. Le problème qui s'est posé au niveau de l'énergie et le niveau du transport. L'énergie, pour ce qui est de l'énergie et transport, oui. L'énergie et transport, vraiment, n'en parlons même pas. Il est malheureux
de vivre aux États-Unis et de penser à notre pays. Où vous sentez que tout est organisé, le bus doit arriver à une heure déterminée et ce bus-là ne manquera pas parce que s'il manque, un autre bus va le remplacer. Donc, au niveau de l'organisation de transport, il y a beaucoup de travail à faire. Et au niveau de l'énergie, n'en parlons même pas. Quand on se retrouve avec une ville comme Kinshasa, où les gens peuvent avoir l'électricité le matin et ne pas avoir le soir, il y a ce qu'on appelle le système de délestage, comme on l'appelle. On se demande comment un pays comme le nôtre, qui vend le courant à la Zambie, qui vend le courant au Zimbabwe, qui vend le courant au Congo-Brazzaville, peut se retrouver avec une ville comme Kinshasa, qui est pratiquement la capitale du pays, qui n'a pas de courant. Ça n'a pas de sens. En tout cas, moi je dirais que c'est notre population qui est vraiment fautive dans ce cadre. C'est plutôt le cadre de l'électricité. La ville de Kinshasa était construite à l'époque, le barrage de Zongo était construit pour 400 000 habitants. Aujourd'hui, la ville compte plus de 10 millions d'habitants. Est-ce que cette énergie est suffisante? Je ne pense pas. Donc c'est un problème. C'est vraiment un problème. Et il y a un grand problème d'éducation de la masse. Je vous assure, parce que je crois que vous apprenez qu'il y a des gens qui volent le câble, qui relient même le courant eux-mêmes de leur maison. Il y a un problème aussi de l'organisation de l'État. L'État est presque inexistant. Comment, ici où nous sommes aux États-Unis, il est impossible que moi je construise ma maison, que je n'aie pas l'aide de la société de l'énergie et que j'aie du courant. Ils vont, je vous assure, mais vous allez avoir le ciel tomber sur vous. Mais au Congo, on peut le faire. Hein? Donc, il y a quelque chose. Alors, j'insiste sur l'éducation de la masse. Les gens doivent comprendre que le travail, et c'est ça l'État et même les partis politiques, il n'y a aucun parti politique qui fait un effort d'éduquer la masse. Ok, bon, l'autre problème qu'on allait passer, c'est les points d'alimentation, hein, l'agriculture et l'élevage. Est-ce que on dit que les gens ne mangent pas bien, mais quels sont les problèmes vraiment qui se posent pour qu'on puisse avoir cette carence alimentaire et puis même de l'eau potable au Congo? Il y a deux problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'exode rural. Les gens qui devaient rester au village pour travailler la terre, qui viennent s'amasser dans les villes dans lesquelles ils ne font rien. Vous comprenez? Ce sont des bouches qui doivent manger. Et pour qu'ils mangent, il faut qu'on leur donne la nourriture. Cette nourriture doit venir de ceux qui doivent travailler, doivent la produire. Il y a moins de gens pour produire la nourriture et beaucoup plus de gens pour manger sans produire. Deuxième élément, c'est la technologie de l'agriculture. L'agriculture, je pense qu'il y a eu un temps, par exemple, Daipen produisait des sosos. Il y avait des sosos sur le marché, des choses. Même si on importait des sosos avec les deux compagnies, le monsieur là, comment il s'appelle encore? Bah, tu peux continuer, on ouais. va pas faire la publicité. Ouais. Alors, bien qu'on importait mais il y avait quand même déjà suffisamment de sosos et des marques sur le marché, qui étaient produits par Daipen. Aujourd'hui, en principe, ce que j'aurais souhaité, c'est que on aurait souhaité qu'il y ait beaucoup de Daipen, que beaucoup de choses, de fermes, où il y a de l'agriculture, on peut planter les maniocs. Tu te rappelles ce que je t'avais parlé quand je t'avais parlé de mon directeur de séminaire. Il avait des champs de maïs, de manioc, d'arachide, de choses. Avec un seul tracteur. Avec un seul tracteur. Si aujourd'hui on avait des tracteurs, on distribuait dans tout le pays, il y aurait possibilité de pouvoir alimenter tout le monde en nourriture. Numéro 2, il y a l'infrastructure routière qui est très importante. Même si on critique le président actuel, il faut reconnaître qu'il y a certaines choses qui ont été faites quand même pour qu'on puisse désenclaver certains endroits. Non, je crois que ce qu'il dit est vrai. C'est encore une fois, moi je me tourne encore une fois du côté de la population. Ces gens doivent savoir que le seul ou la seule façon d'être réellement indépendant, c'est d'avoir
les moyens pour se nourrir, pour nourrir sa famille. Donc le retour à la terre. Quand on vous fabrique des routes, ça va. Mais si vous ne faites rien, vous n'aurez rien dans la capitale. Donc je crois que là encore, il y a le problème de l'État. Que l'État vraiment continue à arranger les routes. Parce que les routes, nous voyons ici où nous sommes. Vous sentez que c'est vraiment le veine. Que maintenant, il faut rentrer. J'étais content quand même de voir hier, le bateau de Bateke revient au Congo pour ses champs. Et elle dit qu'elle n'a pas de dette en Belgique. Elle n'a pas de dette. Ses enfants vont à l'école. Elle paye avec le produit de ses champs. Ça, c'est encourageant. Donc, les gens doivent travailler. Bon, je pense qu'on a énuméré quelques problèmes. On ne peut pas énumérer tous les problèmes qui se posent au Congo. Maintenant, la tâche la plus difficile maintenant, c'est que nous allons dresser quelle est toutes ces difficultés-là. Qui peut résoudre, quel est le profil de la personne le plus approprié pour résoudre ces problèmes. On parle seulement des profils, sans citer le nom de qui que ce soit. Quel profil, qu'est-ce qu'un président peut avoir pour résoudre ces problèmes? Bon, moi, je pense que le président que nous devons avoir, c'est un président qui a la capacité de comprendre la situation du Congo. C'est là qu'on parle d'un candidat qui a un niveau appréciable. Parce que si le candidat n'a pas ce niveau-là de compréhension de la situation, sur le plan intellectuel, il est incapable, il sera incapable de dresser. Alors, moi, je dis que le candidat... d'énumérer pendant le profil. Le profil du candidat de demain, ou les candidats, ils sont déjà candidats d'ailleurs. Le profil, c'est de voir... Du futur président. Du futur président, c'est de voir... Et ils sont tous intellectuels. Quelqu'un qui a... Mais je dis, il faut voir d'abord ce que ce candidat-là a fait. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a été, pour projeter l'avenir du Congo à travers lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Qu'est-ce que les gens peuvent penser? Et je pense que le candidat de demain, c'est celui qui, malheureusement, à cette question-là, chacun a sa façon de voir. Mais je crois que c'est à travers ce que ce monsieur-là a fait hier que nous allons savoir que celui-là a fait ceci, c'est qu'il peut faire ça demain. Oui. Après tout ce que nous avons vu sur notre pays, moi j'estime que le grand mal qu'il y a dans notre pays, c'est le mal de l'impunité, le mal de respect de la loi. À partir du moment où on n'a pas respecté la loi, on a eu tous les mots qui s'en sont suivis. Aujourd'hui, si moi je dois choisir un candidat, je vais choisir un candidat qui peut respecter la loi. Effectivement, comme Albert a dit, quelqu'un qui a un background où on sent qu'il a voulu respecter la loi. Et numéro 2, un candidat qui aussi a un charisme pour pouvoir dire au peuple, quand il parlera au peuple, le peuple puisse l'écouter, et un candidat qui a un leadership. Voilà ces trois paramètres-là qui sont très importants. Le leadership, le charisme, et numéro 3, le respect de la loi, le respect de quelqu'un qui peut accepter qu'il puisse avoir un état de droit. Bon, on a écouté vos arguments et vos profils. Maintenant, à partir des profils que vous avez donnés, qu'est-ce que vous pensez, chacun de vous, qui peut être ces candidats, selon vos profils? Parmi les 10. Oui, parmi les 10. Parce que j'attire seulement votre attention que l'émission ici est télévisée et que votre réponse sera suivie par beaucoup de gens.
il en va de votre crédibilité. Ok. Personnellement, la personne que je supporte, moi, c'est Etienne Tshisekedi. Est-ce que c'est à cause du profil ou bien vous supportez seulement? Parce qu'on parle du profil maintenant. Oui, à cause du profil qu'il présente. C'est quelqu'un qui, même s'il a travaillé avec le président Mobutu, il a été partie prenante du pouvoir de Mobutu, il s'est décalé de ce président-là. Il a dit, nous sommes en train d'aller sur le mauvais chemin. Et il s'est entendu avec un groupe de gens pour dire, ils ont écrit une lettre de 52 pages pour dire, nous ne sommes plus d'accord avec vous. Non seulement ça, il a été molesté, il a souffert pour avoir pris une position contre le président Mobutu. Bon, un moment, parce que là, on parle des profils. Oui. Si vous acceptez, si vous dites que c'est lui, à partir des profils que vous avez donnés, quels sont les éléments que lui, il a dans ses profils-là? Je pense que c'est ça que les gens aimeraient voir. Les éléments qu'il a dans ce profil, justement, c'est d'abord qu'il a quitté, je voulais montrer que c'est quelqu'un qui veut un état de droit. Il était dans un état avec Mobutu, mais il a décidé de vouloir un état de droit. Et je pense que depuis ce temps-là, ça fait presque 20 ans, 25 ans, 30 ans maintenant qu'il est en train de se battre pour qu'on puisse avoir un état de droit. En disant, nous devons avoir un état de droit. Cette lutte qu'il a fait pendant longtemps et aujourd'hui, je pense que si on pouvait l'élire comme l'élire président, ça couronnerait ses efforts. C'est le numéro 1. Numéro 2, il a le charisme. Je pense que Tshisekedi, après tout le temps qu'il a passé ici, les gens ont compris quand même quel genre de personne c'est. Parce que c'est l'homme qui pouvait s'enrichir, qui a refusé de s'enrichir, qui a accepté de rester dans la pauvreté, sachant très bien qu'il devait défendre un état de droit. Le numéro 3, j'ai parlé de charisme, j'ai parlé de leadership. Je pense que Tshisekedi a montré qu'il a un leadership. Je pense... Quand je disais que Kamere m'a séduit, le discours de Kamere m'a séduit. Et je crois que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont sur le plan des profils que tu avais donnés, quels sont les éléments de ces profils-là qui pensent que ça fait de lui de bons présidents? Bon, Kamere a parlé de beaucoup de choses. Je crois que ça rentre dans son profil. D'abord, c'est un garçon très intelligent. Il est très intelligent et personne ne peut dénier ça. Il est aussi un gars très organisé. Il faut voir, il a créé son parti, ça fait 1 an, et ce parti est presque partout au Congo. Partout, bien implanté. Bien implanté au Congo, tout simplement parce que c'est bien organisé. Et s'il arrive, à l'image de son parti, s'il arrive à organiser le Congo comme cela, moi je dis c'est le meilleur des candidats. Okay. Maintenant, Papa Jean, est-ce que tu as des arguments pour... Tu as beaucoup écrit. Toi, c'est ce qu'il vient de dire, c'est ce que Papa ça vient de dire. D'abord, Albert a parlé de l'opposition au Parlement qui n'existe plus. Je ne sais pas si l'opposition existait seulement du temps de Kamere et elle n'existe plus aujourd'hui. Quelles sont les raisons pour lesquelles elle n'existe pas aujourd'hui? Moi, personnellement, je trouve que la déflagration du MLC, de l'absence de Bemba et la sortie de Mwamba François du MLC a pratiquement diminué le MLC, qui faisait d'ailleurs la plus grande partie de l'opposition au Parlement. L'absence du DPS n'en parlons pas parce que c'est un élément qui existait depuis bien longtemps. L'absorption du Palou par le pouvoir a fait que pratiquement le pouvoir est en train de rouler carrosse dans le Parlement. Donc en principe, ce n'est pas tellement parce que Kamere n'est pas là, c'est seulement qu'il y a eu des éléments en dehors de Kamere qui ont fait que le Parlement aujourd'hui n'est plus ce qu'il était de temps en temps. Le deuxième point dont tu as parlé ici, Kamere, tu dis qu'il a eu de bons records quand il était au Parlement. Et parce qu'il se vante partout. Et je peux même dire, Glavnik l'a dit dans son témoignage sur Kamere. C'est qui? C'est l'ambassadeur américain qui était au Congo. Il dit, il a fait le bon jeu, il a bien géré le Parlement dans le sens de donner la parole à l'opposition, tout ça. Mais moi je pose une seule question aujourd'hui. Comment vous expliquez que notre pays soit très riche
que la population soit pauvre, qu'il y ait un pouvoir représentant la population, et que vous me disiez que ce pouvoir-là fait le travail qu'il fallait faire. Moi, je ne pense pas que la représentation a été valable. Et qu'automatiquement, la tête de la représentation n'a pas été non plus valable. C'est un raisonnement très simple et très net. Si le pays est riche, on devait le revoir, ça devait s'irradier dans toute la population. Si la population souffre aujourd'hui, de fois, il manque même de l'eau à boire, et que vous me dites qu'il y a un parlement, et ce parlement est représentant du peuple, je vous dis non, ça n'a pas de sens. Et ça c'est un argument sur lequel j'insiste beaucoup. Le deuxième élément dont je veux parler, c'est, il dit qu'il a été au Brésil, il a vu le Brésil. Le Brésil n'est pas le Congo. Le Congo a connu ces problèmes qui sont différents de ceux du Brésil. Il y a certains éléments parallèles qu'on peut prendre, bien sûr, mais on ne peut pas calquer l'avenir du Congo sur le Brésil. Ça n'a pas de sens. D'abord, c'est manquer de personnalité. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point dont je voulais parler, c'est... Il a 169 bureaux. D'accord? Kamer est parti du pouvoir, il n'y a pas... D'abord, si Kamer était au pouvoir, si les autres ont volé, on ne peut pas me dire que Kamer n'a pas volé. Ce serait anormal de penser que Kamer, lui, il est resté sage pendant que les Katoum moment deviennent riches, Kabila devient riche, Kamer, lui, est resté sans être riche. Non, ce sont des personnes qui sont servies. Et l'une des preuves, c'est qu'en moins d'une année, il a installé son parti, la 169 bureaux. Où est-ce qu'il a trouvé cet argent pour installer 169 bureaux dans tout le monde? Et c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas se dire qu'on va arrêter l'impunité quand on a fait la même chose que les autres. On ne peut pas dire qu'on va arrêter le vol quand on a volé soi-même. On ne peut pas dire qu'on va arrêter les exactions quand soi-même on a posé des exactions. Donc je pense que sur ces trois arguments, moi je ne suis pas avec Kamer. Mais je vais vous dire une chose. Kamer est un garçon très intelligent. Kamer a quitté le pouvoir, dit qu'il a quitté le pouvoir. Je ne suis pas très d'accord, je ne suis pas très sûr, mais j'aurais souhaité qu'il nous donne un temps de probation pour que nous puissions voir dans quelle mesure réellement il se comporte comme un opposant. Parce qu'il peut être un opposant opportuniste, qui sait très bien qu'aujourd'hui il a été défenestré par Kabila et que par le fait même, je vais faire une vengeance en allant contre Kabila. Donc on n'a pas besoin de ça. Ça peut bien sûr aider le pays, mais ce n'est pas ça le point. Nous avons besoin de quelqu'un qui aime le pays, qui veut aider le pays à avancer. Voilà ma position avant tout ça. Ok. Congolais, ceci, et Kamer a trouvé ça bien, on ne peut pas réinventer la roue. Quelque part, on a bien fait, nous pouvons faire comme eux. Nous ne disons pas qu'il faut calquer à 100% ce que les Brésiliens ont fait. Ce n'est pas ça, Jeannot, et tu comprends très bien ce qu'il y a. Mais seulement dire aux Congolais ce que Lula a fait pour le Brésil est possible aussi pour le Congo. Cela est possible. C'est ça. C'est un peu ça. Le Brésil n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, avant Lula. Lula arrive avec... une impulsion terrible, il a hissé le Brésil là où il est. Et le Congo a plus que ce que le Brésil a. Donc, nous n'avons pas de raison. Il dit, nous pouvons nous relever. Moi, je crois à ces discours-là. Bon, parce qu'il a dit tout à l'heure, à propos de mettre de l'ordre au pays, il a dit comment Kamer peut mettre de l'ordre au pays s'il a installé 69 bureaux, où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Donc comment tu peux répondre à ça? Non, je peux être encore plus précis. Dans ce pays-là où le pouvoir, on dit les plus riches aujourd'hui au Congo, ce ne sont pas les commerçants. Les plus riches, ce sont les hommes politiques. Les hommes politiques. Vous voulez dire que dans ces riches-là, les hommes politiques qui ont volé, c'est seulement les Kabila et les Katoum manqués, ou bien est-ce que M. Kamer était aussi des nombres? Ça, c'est la question que je pose. Et la question corollaire à celle-là, c'est qu'il a installé 169 bureaux, parce qu'on l'a vanté. Évidemment, il a fait un grand travail, félicitations pour lui. Mais où est-ce qu'il a pu trouver de l'argent pour installer ces 169 bureaux? Ok. Jeannot, je n'entrerai vraiment pas dans ce que les gens possèdent, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. D'où ils ont tiré ça, je ne sais pas. Mais vous conviendrez avec moi
que l'organisation, c'est de l'argent. Kamere, c'est un garçon organisé qui a su organiser son parti. Il l'a dit. On lui a posé un jour la question de savoir d'où vous tirez l'argent pour venir chaque fois en Europe ou au Canada. Il dit, demandez à ces gens. Ce sont eux qui m'ont invité. Ils ont payé mon billet, ils ont payé mon hôtel. Ah, c'est le parti. Un parti organisé a de l'argent. C'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il a fait. Ok, maintenant, est-ce que tu as pour répondre à... Est-ce que tu as les objections sur ce que lui, il a dit de son candidat, tu sais Non, je n'ai pas répondu au troisième élément. Je veux parler de comment expliquer que le peuple soit pauvre et qu'il y ait des riches, et lui étant le président de l'Assemblée, qui est censé être représentant du peuple, en quoi est-ce qu'il a défendu le peuple pour que ce peuple puisse ne pas subir la souffrance qu'il est en train de subir. Bon, lui au moins il m'a posé une question, moi je poserai aussi des questions. Oui, okay. Parce qu'il a ouvert les fenêtres. Il a ouvert cette piste. Moi j'ai dit tout simplement que si il y a d'autres personnes qui ont vanté le passage de Kamere à la présidence de l'Assemblée, c'est que ce que j'ai dit est vrai. Il a parlé d'un nom là, je ne saurais pas l'avenir, je ne le connais pas, qui a vanté lui aussi le passage de Kamere. Kamere au Parlement, je le redis, Kamere a été au milieu du village. Et on a senti même à l'extérieur que nous avons un Parlement qui parle pour le peuple. Vous dites que est-ce qu'on a suffisamment défendu la population. Moi je dis, mais Kamere était le premier à défendre cette population. Quand Kamere s'est opposé contre le président, contre la venue de l'armée rwandaise au Congo, mais c'est lui vraiment qui était le vrai Congolais qui défendait le Congolais. Et aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Cette armée rwandaise est entrée au Congo, a fait son job, est rentrée, les malheurs sont restés le même. Ces intérêts, ils sont là. Les femmes sont toujours violées. Au Kivu, chez moi. Hein? Donc, Jeannot, moi et toi, nous devons accepter que Kamere avait raison de se tenir contre cette venue de l'armée rwandaise. Ouais. Il faut présenter les faits comme ces faits étaient présentés. Aide-moi à présenter Kamere, on l'a posé la question à Kamere, est-ce que tu étais au courant? Kamere a dit, non, je n'étais pas au courant. Comment est-ce que quelqu'un qui n'était pas au courant pouvait défendre le pays? Non, Kamere ne savait pas, il n'était pas informé qu'il y avait une armée extérieure qui était en train d'entrer dans le pays. Donc il ne faut pas dire que Kamere a défendu le pays. Il n'était pas au courant. Et ça, c'était une bévue de la part du président Kabila d'inviter l'armée étrangère à entrer sur son territoire sans que le président de l'Assemblée le sache, sans que le général de l'armée le sache. Donc ce n'est pas que Kamere savait, Kamere ne savait pas. Okay. Moi, je réponds ceci. Kamere ne savait pas. Et ça ne dit pas que c'est la preuve que Kamere ne parlait pas de la population. Non, moi je pense que Kamere était du côté de la population. Et comme il n'était pas informé, il dit, si cela est vrai, alors c'est la catastrophe. Il a dit ça. Et ça s'est avéré vrai. C'est ce que nous vivons. C'est ce qu'on a vécu. Bon. Donnez-lui au moins. Je vous ai posé une question très importante. Je dis, comment est-ce qu'une population peut être pauvre, voir quelqu'un qui la représente, et cette population reste pauvre pendant qu'il y a des riches, parmi lesquels Kamere, d'après moi, parmi lesquels Kamere. Je voudrais démontrer que Kamere ne défendait pas la population. Et s'il défendait la population avec les représentants du peuple,
les représentants du peuple, eh bien, il allait s'organiser pour que la population puisse dire à ces riches-là de ne pas voler l'argent. Jeannot, je pense que le vouloir défendre le peuple, ce n'est pas tout simplement parce qu'on est riche. Tshisekedi était-il pauvre quand il s'est mis debout pour défendre le peuple? Ça, c'est la question que je pose. Tshisekedi était riche, et très riche. Mais il a défendu. Pourquoi est-ce que tu refuserais à Kamere la même chose? Je de montrer que Kamere n'a pas défendu les gens. C'est ça le problème. Kamere n'a pas défendu. Je te donne un exemple très simple. Le professeur de l'université touche combien? C'est $500 aujourd'hui d'ailleurs.